Analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission d'abino, analyse. Yabino, ezakitoko, ezolobela, makakuyambuka, oyo. Otalaka yango, mikolo nyonso. Bienvenue à tous dans votre magazine Analyse. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous parlerons du mouvement pour la libération du Congo. Qu'en est-il? Où se situe le procès de Jean-Pierre Bemba, sénateur de son État? Où se situe le procès? Nous parlerons, mais également des élections en République démocratique du Congo, de la mise en place du CNSA. Et si nous avons encore du temps, vers la fin de cette émission, nous allons aborder le dossier syndicat Dokolo avec sa plateforme qu'il voudrait mettre en place, plateforme dénommée Debout Congolais. Notre invité de ce soir, c'est Monsieur Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. Monsieur Mamba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais plutôt bien. Et le MLC aussi? Il se porte bien. Alors, à quel niveau se situe le procès de Jean-Pierre Bemba? Écoutez, il y a une procédure d'appel en cours. Nous attendons la date de l'audience qui devait être fixée incessamment, mais comme vous le savez, ce sont des procédures judiciaires qui prennent le temps qu'il faut. Et voilà, nous sommes dans l'impatience de voir cette audience s'ouvrir pour que la vérité soit établie et qu'on en finisse avec ce procès. Est-ce que vous pensez que même si l'audience se mettait en cours, comme vous venez de le dire, que Jean-Pierre Bemba finira par quitter la prison? C'est sûr qu'il finira par quitter la prison. Je ne doute pas de son innocence. Actuellement, il jouit d'une présomption d'innocence. Donc, il y a toutes les chances de son côté pour qu'il quitte la prison. Il faut aussi savoir qu'en appel, il y a 5 juges. Ça veut dire que maintenant nous avons un juge militaire qui a la finesse nécessaire pour analyser la situation, ce qu'on n'avait pas les juges en première instance. Donc nous espérons bien qu'avec l'élargissement de la cour, il y aura un effet positif, d'autant plus que les faits allégués n'ont pas été prouvés et la construction des faits a été faite sur une impossibilité militaire. Et comment est géré le parti en son absence? Écoutez, il y a des dispositions statutaires. Le parti est géré au quotidien par Mme Eve Bazaïba, qui est la secrétaire générale. Vous avez le comité exécutif national qui gère les questions au quotidien. Donc, si vous voulez, c'est le gouvernement du parti. Vous avez le bureau politique et vous avez aussi les structures au niveau fédéral. Donc, vous avez l'interfédéral à Kinshasa. Et ça tourne autant bien aussi dans les provinces avec les différentes structures sur le modèle de Kinshasa. Ça veut dire une structure fédérale avec des comités communaux et ainsi de suite. Alors, il y a eu une sorte de remue-ménage, si j'ai bonne information, dans votre parti. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la raison de ce remue-ménage? De quoi parlez-vous exactement? De ce changement qu'il y a eu au sein du bureau politique. Mais écoutez, je pense que oui, c'est au niveau du comité exécutif national, comme toute équipe gouvernementale, en fonction des objectifs et des moments, on assigne des nouvelles responsabilités à d'autres personnes ou on interchange les personnes en fonction de la réalité de terrain. Et donc il se fait que nous sommes en période électorale aux instances du parti, dont notamment le bureau politique, voir dans quelle mesure on peut booster le comité exécutif national dont je fais partie pour attaquer cette période électorale et aller aux élections dans de bonnes dispositions. Alors, le MLC, il y a quelques temps, était considéré comme étant une pépinière des savoirs, M. Mamba. On a pourtant l'impression que depuis un moment, ce n'est plus le cas. Vous avez connu beaucoup de départs, François Mwamba, Tatou, les récents Germain Kambinga, Yves Kisombe et consorts. Quelles sont les stratégies qui ont été mises sur pied pour que vous ne vous retrouvez plus devant ce problème de débauchage qui en fait se fait régulièrement par la majorité présidentielle?
Écoutez, il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Je pense que l'engagement politique doit être responsable. Je veux dire que moi, je suis MLC, ça fait 11 ans. Je sais pourquoi j'ai adhéré à ce parti. Il peut arriver que je quitte, mais pas dans les conditions où je suis obligé de me renier. Il y a des personnes qui sont parties comme M. Jean-Lucien Boussa qui a créé son propre parti. Il y en a d'autres qui ont carrément traversé la rive pour aller au niveau de la majorité présidentielle. Ces personnes ont été poussées dans leur retranchement, elles ont été obligées de dire des choses et de se dédire finalement. Et ça relève de l'engagement politique. Donc il faudrait comprendre que quelle que soit la stratégie qu'un parti peut adopter, si une personne vient dans un parti alors qu'elle n'a pas la conviction des idéaux auxquels elle a adhéré, on n'est jamais à l'abri qu'une personne revire parce qu'elle ne trouve plus son compte. Mais pourquoi le débauchage ne se fait qu'au MLC? Ah mais non, je peux vous compter. Monsieur Bruno Tshibala est un débauché. Monsieur Olengankoy est un débauché du rassemblement. Le débauchage, si vous voulez, quand même inférieur non, le débauchage, si vous voulez, c'est la stratégie de la majorité pour déstabiliser ses adversaires. Elle a été forte ces 10 dernières années dans cet exercice. Elle a été très faible dans la gestion du pays, donc toute la force a été concentrée dans la destruction de l'appareil politique parce que finalement, pour les équilibres, il faut qu'il y ait une opposition. Il faut absolument qu'il y ait une opposition qui veille et qui contredit et qui apporte de la critique pour améliorer les choses. Mais lorsque vous avez une majorité qui perd son temps, au lieu de construire et de construire un bilan qu'elle peut léguer aux générations à venir, elle perd son temps, elle dilapide les deniers publics dans la destruction, dans les stratégies de destruction de son adversaire, alors que le pays est en délabrement. Maintenant, voilà, je n'ai pas le pourcentage, parce que vous êtes en train de dire que c'est souvent MLC, mais je peux vous reconnaître que vous dire que le MLC est un grand projet. Les MLC sont des gens qui réfléchissent bien, c'est des personnes de qualité et c'était tout à fait normal pour le chef de l'État qui cherchait 15 collaborateurs d'aller là, il y a la qualité, donc il est venu chez nous. J'en suis tout à fait flatté, mais bon, voilà, il devait mieux faire que ça, c'est-à-dire qu'on lui a donné ce pays pendant 15 ans, il pouvait aussi concentrer son énergie, alors, améliorer les choses. Alors, qu'est-ce qui prouve que M. Mwamba ne sera pas débauché dans les prochains jours, un peu comme Germain Kambinga, qui était porte-parole comme vous, Yves Kissombe aussi? Germain Kambinga n'a pas été débauché et Germain Kambinga a fait le choix de partir à la majorité présidentielle. Ce n'est pas un débauchage, je pense qu'il y pensait depuis un moment. Il vient même de créer un parti qui est de la majorité présidentielle. M. Thomas Louaka aussi est de la majorité présidentielle. Je pense qu'il y a des personnes qui vont en politique qui choisissent des chemins. Et ils se disent que nous allons définir des moyens. Et si pour eux, le MLC est un moyen de choisir leur chemin, qui est leur destination finale, donc la majorité présidentielle, je ne peux que leur en féliciter dès lors qu'ils vont concourir à ce que ce pays avance. Mais comme vous le voyez très bien, ce pays est dans le chaos total. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'en ce moment-ci, on pourrait soutenir une majorité qui a détruit ce pays de cette manière. Donc, ce sera difficile qu'on vous retrouve de l'autre côté de la rive. Ce qui est difficile, c'est que je me renie. Aujourd'hui, je maintiens que M. Kabila a très mal géré ce pays et il ne sera aucunement question pour moi et jamais de la vie, je pourrais dire le contraire. Donc ce que je veux dire, c'est que je peux quitter le MLC et ça peut arriver à tout moment parce qu'à un certain moment, je me dis que je ne suis plus d'accord avec ce qui s'y passe, mais je ne me vois mal dans un scénario où je vais commencer à vous dire que M. Kabila est un visionnaire, qu'il doit faire un 3e mandat, que nous devons violer la Constitution. Ça, vous attendrez longtemps. Alors, on va parler actualité à présent. Le MLC est accusé de naviguer à contre-courant des autres partis politiques en cautionnant l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourquoi? Pourquoi avoir accepté de paraffer cet accord? Il faut parler des arrangements particuliers ou de l'accord du 31 qui était tout à fait global? De l'accord du 31 décembre. Non, l'accord du 31 décembre était tout à fait exclusif. Ce que nous avions refusé, c'était de participer à la comédie de la cité de l'OU avec M. Kodjo. Là, nous n'y étions pas. Mais ce que la Cinco a battu comme travail, je pense qu'en ce qui concerne l'inclusivité, tout le monde était là. Mais il y a eu un problème d'application et malheureusement, l'application a fait qu'aujourd'hui, nous avons encore des doutes sur la possibilité d'avoir des élections cette année. Donc vous ne reconnaissez pas déjà Olengankoy comme président du CNSA? Mais, écoutez, M. Olengankoy, il a été choisi dans des conditions qui ne respectent même pas les engagements particuliers. L'accord de la Cinco stipulait, entre guillemets, que le président du CNSA devait être issu du rassemblement. Et à l'époque, on parlait de M. Etienne Tshisekedi parce qu'il était vivant. Et c'était relatif à sa carrure, à tout ce qu'il a donné à ce pays, à tout ce qu'il a pu inculquer comme mentalité, comme espoir dans le chef des jeunes et toutes les générations qui l'ont connu. Maintenant, quand il est parti, nous
nous avions discuté, nous avions ouvert la brèche pour dire, écoutez, il s'agissait spécifiquement de M. Etienne Tshisekedi, et maintenant qu'il n'est plus là, on est tombé d'accord sur le fait qu'on allait attribuer ce poste par consensus. Mais ce consensus-là a été biaisé. Dès lors que, comme à l'accoutumée, excusez-moi, la majorité aime bien travailler avec les dissidents, elle a choisi de M. Tshibala et elle a choisi M. Lengankoui en parfait désaccord avec ce qui a été convenu dans les arrangements particuliers. Et ça, ce sont des méthodes connues. Je ne vais peut-être pas commenter, mais vous comprendrez très bien que M. Lengankoui n'a pas de base. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas l'impression que vous, du MLC, vous sémez une sorte de confusion dans le chef ou dans l'esprit de la population lorsque vous décidez de signer un accord et qu'après vous dites, bon, finalement, ça ne nous engage pas, nous on n'entre pas dans son application, dans son applicabilité, il y a un problème. Non, je vais vous expliquer, madame. Nous sommes l'un des partis les plus cohérents. Je crois que nous sommes aussi des visionnaires et nous avons un parti qui a travaillé avec M. Kabila pendant 4 ans. Contrairement à tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, qui n'ont probablement pas géré. Le feu Tshisekedi a géré la primature pendant 1 mois. Fort des 4 années que nous avons passées avec M. Kabila, nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, nous avons été aux concertations nationales en 2013 pour que nous ayons des élections apaisées, dont on devait les préparer en amont. Beaucoup de partis ne nous ont pas suivis. Mais lorsque les concertations ont commencé, ou si vous voulez, les consultations ont commencé pour le dialogue, nous avions donné notre position. La première, c'était de dire que nous ne voulons pas participer au gouvernement parce que nous savions que c'est pendant ces moments-là que M. Kabila voit son pouvoir se renforcer. Parce qu'il a la latitude de choisir les gens et en fonction des faveurs qu'il fera, il renforcera son pouvoir pour violer les accords. Donc nous avions dit, allons faire un dialogue autour de la CENI, ce que nous avions qualifié de dialogue technique. Nous sommes restés sur cette position jusqu'à la fin. Mais en ce qui concerne le CENSA, ce n'est pas de la confusion. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait ce CENSA, mais dans quelles conditions, madame? Parce que quel est le rôle du CENSA? Il a le rôle d'accompagner, de surveiller, si vous voulez, d'être comme une sentinelle du processus ou de la bonne exécution du processus électoral. Cela veut dire que vous avez d'une part l'exécutif, donc les gens qui sont au gouvernement, vous avez l'organe technique qui est la CENI, et le CENSA va essayer de concilier les vues entre l'exécutif et la CENI pour que nous aboutissions à des élections suivant le calendrier fixé par l'accord. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous avez des membres du CENSA qui eux-mêmes sont dans l'exécutif? Ça veut dire que s'il y a une faille dans l'exécutif et que la même famille politique se retrouve dans l'organe de contrôle qui est le CENSA, il y aura un problème parce que vous serez en même temps juge et parti. Donc Olengankoui, qui est président du CENSA, qui n'a pas été choisi par consensus, a son frère qui se retrouve comme ministre des PTNTIC. Donc il est en même temps, sa famille politique est dans l'organe qui doit contrôler et la même famille politique se retrouve dans l'organe qui doit exécuter. Donc là, ça pose un problème. Et nous avions dit, dès lors que nous avons choisi... Si c'était le cas pour le MLC, ça n'aurait pas posé de problème. Mais c'est ce que nous avions refusé. Nous avions dit, parce que nous voulons la présidence du CENSA, nous n'allons pas participer au gouvernement. Nous sommes le seul parti qui a refusé de participer au gouvernement. Parce que nous disions, pendant qu'il y a exécution d'un budget pour les élections, pendant qu'il y a exécution des stratégies pour mobiliser les moyens pour qu'il y ait des élections, nous, en tant qu'organe, entre guillemets, indépendant, nous allons pousser et contrôler les différentes parties pour que l'accord soit respecté dans les termes de l'organisation des élections, notamment présidentielles en 2017. Donc, nous avions la bonne position parce que nous n'étions pas au gouvernement pour occuper ce poste. Mais la majorité présidentielle, dans sa légendaire quête de déstabilisation, a choisi un repris comme M. Olengankoui, parce que bon, elle aime bien ce genre de stratégie, Tshibala ou Olengankoui, c'est la même sauce, de manière à ce qu'elle ait le contrôle sur une personne qui lui devra tout. Alors que nous devrions faire les choses suivant l'accord pour que les gens aient l'indépendance. Est-ce que le problème ne part pas aussi du MLC? Parce que d'après ce qui se raconte, M. Mamba, vous serez d'accord avec moi, c'est que apparemment la personne qui a emmené le MLC dans ce dossier, c'est Fidel Babala et que Mme F. Bazaïba, elle ne voit pas les choses de la même manière. Non, écoutez, nous avons tous, Mme Bazaïba, Fidel Babala n'était pas mandaté à la Cinco, dont il y avait 3 représentants, M. Lenga, Mme F. Bazaïba et M. l'honorable Lungwana, ok? M. Babal est intervenu lorsque Maman F, ou Madame F, excusez-moi, n'était pas là, lors de la signature des arrangements particuliers.
Effectivement, il y a eu un débat houleux au sein de notre parti. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui ne voulaient même pas qu'on signe ces arrangements parce que considérant que M. Kabila ne respectait rien ou que la majorité présidentielle ne respectait rien. Et il y a eu un groupe aussi important qui disait que nous devons signer ces arrangements particuliers pour vider tout prétexte à la majorité de ne pas organiser les élections dans les délais parce que M. Nang avait commencé déjà à distiller qu'il attendait la classe politique et notamment l'installation du CENSA. Donc il a voulu incorporer son attente de l'installation du CENSA dans son calendrier d'exécution du processus électoral. Donc il y a eu un débat qui était houleux. Effectivement, M. Babal a pensé qu'on devait signer ces arrangements et à un certain moment, il y a d'autres qui pensaient le contraire. Mais comme nous sommes un parti et que nous avons un bureau politique qui fonctionne, il y a eu une décision qui était majoritaire, celle de dire que nous signions. Et je pense que tout le monde s'est plié, y compris moi-même, à cette décision, alors que je n'étais pas d'accord au départ. Et Fidel Babala, qu'est-ce qu'il représente pour le parti? Quel est le rôle qu'il joue? C'est le secrétaire général adjoint chargé des stratégies, donc il a un rôle prépondérant. C'est le secrétariat général, vous avez Madame Eve et 4 adjoints. Alors, le MLC appartient à quatre plateformes. Le Front pour le respect de la Constitution, mais il nous semble que la division existe et puis à un certain moment, il y a quelques personnes de cette plateforme qui reconnaissent Joseph Olengankoy comme président du CNSA. Il travaille d'ailleurs dans la conception du règlement intérieur, la division. Écoutez, c'est la même chose avec le rassemblement, c'est la même stratégie que la majorité adopte avec le Front pour le respect de la Constitution. M. Lumuna, qui aurait convoqué une session extraordinaire, n'est que rapporteur, c'est-à-dire qu'il n'est même pas représentant du Front. C'est une réunion tout à fait illégale, qui ne répond sur aucun fondement, encore moins sur la charte du Front, mais qui est appuyé par la majorité présidentielle pour créer la dissidence. M. Lumuna n'a pas de parti politique à ce que je sache. M. Lumuna ou le groupe qui s'est réuni au Palais du Peuple n'a aucune légitimité parlementaire. Ça veut dire que le plus gros groupe dans le Front pour le respect de la Constitution, qui a aujourd'hui 22 députés, c'est le MLC. En dehors du MLC, aucun parti n'a apporté un seul député. Mais comme la majorité présidentielle aime les chemins courts, c'est tout à fait normal qu'elle saute sur l'occasion pour faire comme avec le rassemblement. Mais moi, ce que je dis, c'est que après 15 ans, si nous n'avons que de l'énergie pour détruire l'adversaire, c'est-à-dire créer un déséquilibre dans la démocratie, c'est un peu triste, on aurait mieux fait parce que le pays est dans un état qui méritait mieux comme dirigeant. En bref, vous ne croyez pas à ce que les élections soient organisées avant fin décembre 2017? Non, je n'aime pas le terme croyance lorsqu'il s'agit des élections, parce que c'est une obligation constitutionnelle. On devrait empêcher aux gens de croire aux élections. Dans un pays, les élections sont obligatoires et elles doivent avoir lieu. Le problème, c'est la période à laquelle elles devront être organisées et nous espérons et nous allons continuer à faire pression pour que cette période soit écourtée, pour que nous ayons en face de nous de nouveaux dirigeants. Est-ce que le MLC est prêt? Avez-vous un candidat à proposer? Nous sommes prêts pour l'alternance, nous sommes prêts pour toutes les élections. Pour toutes les élections, nous aurons notre congrès incessamment, nous allons désigner un candidat s'il y en aura naturellement. Si ce n'est pas possible, il y a 500 partis politiques et nous n'aurons pas 500 candidats. Ça veut dire que participer à une élection, il y a plusieurs manières de participer. Vous pouvez avoir des élections présidentielles. Nous avions un candidat en 2011, malheureusement, qui n'a pas pu se présenter. Nous aurions probablement le même candidat en 2017 si les conditions ne changent pas. Mais nous espérons pour notre président national, qui est le sénateur Jean-Pierre Bemba, que ces déboires judiciaires finiront et qu'il pourra être parmi nous. Mais même s'il n'est pas parmi nous, ça ne nous empêche pas d'être de combat. Et donc, nous allons participer à toutes les élections, notamment au niveau local. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila, président de la République actuellement, est prêt à lâcher le pouvoir? Nous n'avons pas besoin de savoir... Parce que si jamais les élections devraient être organisées en décembre 2017, nous sommes au mois d'août, il nous reste pratiquement 4 mois. Il n'y a pas un dauphin qui soit présenté de la part de la majorité présidentielle. Au sein de l'opposition non plus, on ne voit pas qui va réellement représenter l'opposition comme candidat président de la République, M. Mamba. Mais c'est le seul qui s'est porté garant, qui a fait un serment de respecter la Constitution. Savoir s'il est prêt à lâcher ou ne pas lâcher le pouvoir, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que la Constitution doit être appliquée. Mon problème, c'est de dire aussi que personne n'est indispensable. S'il est indispensable pour sa majorité, il ne l'est pas pour nous. S'il est indispensable pour sa majorité, il ne l'est pas pour l'ensemble des Congolais dont
près de 85% vivent sous le seuil de pauvreté. Donc il n'est indispensable que pour sa famille politique, dans le strict respect de la Constitution, il pourra servir sa famille politique comme sénateur. Je n'ai pas besoin de croire ou avoir la foi ou d'espérer qu'il va lâcher le pouvoir parce que c'est un Congolais comme tous les autres Congolais et il doit respecter la loi. Et par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, la pensez-vous solide, assez suffisamment outillée, indépendante pour organiser les élections? Écoutez, la loi organique lui donne cette tâche. J'espère bien qu'elle s'y emploie. On vient de m'apprendre qu'il y a plus ou moins 39 millions d'enrôlés. Voyons voir ce que ça va donner à la fin pour avoir le fichier électoral consolidé, hein, le fichier nettoyé. Maintenant, quant à l'indépendance, il y aura toujours des couacs. Même aux États-Unis, lorsqu'il y a des élections, il y a eu des discussions à une époque avec George Bush et je crois Al Gore. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais ce que nous devons faire, c'est travailler pour les minimiser. Et nous nous y employons. Nous avons des délégués à la CENI qui sont des délégués de qualité. Nous allons travailler de concert pour que nous ayons des bonnes élections dans la mesure où nous pouvons déjà avoir un calendrier électoral. C'est ce que nous demandons, M. Nanga. Il faudrait qu'on publie ce calendrier pour créer une forme d'accalmie et permettre aux différents partenaires de nous appuyer dans la mesure du possible. Un mot sur l'élection des gouverneurs? C'est de la cacophonie. Je ne vois pas pourquoi on organise des élections dès lors que tous les députés provinciaux sont hors mandat. Donc je pense qu'on devait plus se concentrer sur l'organisation des élections générales, renouveler la classe politique. Donc on fait des élections présidentielles couplées législatives, on fait les élections provinciales et ensuite on fait des bonnes élections des gouverneurs ainsi que des sénateurs. Alors, on va parler de la monnaie nationale qui ne tient plus, peut-être en 2-3 minutes, dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. À votre avis, quelle est la raison de cette dépréciation? Mais écoutez, il y a plusieurs raisons. Moi, ce que je peux comprendre et ce que je peux lire, c'est qu'effectivement, notre banque centrale n'a plus de réserve. Le gouvernement se cache dans le cours du cuivre, mais je peux aussi vous dire que le cours du cuivre a fortement augmenté. Mais c'est vrai que les opérateurs économiques ne sont pas dans un climat de confiance qui leur permettrait de reprendre avec les affaires. Et ce climat de confiance est très tributaire au fait de l'attitude de la majorité présidentielle qui ne veut pas, de la classe politique en général. Non, de la majorité présidentielle qui ne veut pas respecter les accords et de M. Kabila qui ne veut même pas faire montre de son envie de quitter le pouvoir. Mais que doit faire l'État congolais justement pour remédier à ce problème? L'État congolais essaie d'écrire au FMI parce que normalement, lorsque vous avez une situation qui est difficile, vous avez besoin des programmes, soit des programmes d'ajustement structurel ou des aides d'urgence. Ce sont des mécanismes que l'on retrouve au niveau du FMI, mais le FMI a répondu pour dire qu'il ne peut pas aider, entre guillemets aussi, soulager la trésorerie nationale dès lors que la situation politique n'est pas clarifiée. Qu'est-ce qu'on veut clarifier? C'est le fait qu'effectivement, on voit la majorité présidentielle s'organiser pour avoir un dauphin, un successeur, qu'on ait un calendrier électoral et qu'on soit sûr qu'il y ait des élections, parce que si la situation continue telle qu'elle, il y aura des troubles et pour les investisseurs, ce n'est pas très rassurant d'injecter des fonds dans un pays qui peut prêter à des troubles. Alors, M. Mamba, on se retrouve devant un problème assez important, ce qui concerne les finances en République démocratique du Congo. Pensez-vous que le gouvernement Tshibala pourra arriver à s'occuper réellement du social du Congolais quand on sait qu'aujourd'hui, on ne parle même plus du panier de la ménagère, mais plutôt du sachet de la ménagère? Je trouve que c'est une mission impossible. Vous savez, il y a deux choses. Il y a les actions qu'un gouvernement peut poser ou qu'un gouvernement peut faire. Et il y a aussi le fait du cadre dans lequel il pose ses actions. Nous sommes un pays qui importe près de 90% des biens de consommation. Cela veut dire que notre économie est extravertie. Nous travaillons avec des partenaires. Donc dès lors que nous sommes dans une situation où nous n'avons plus de réserve, si la situation politique n'est pas bonne, les partenaires se réchignent. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'y a plus de circulation de capitaux. C'est ce qui fait que maintenant, par exemple, vous avez une petite accalmie, donc vous voyez que le taux s'est stabilisé à 15, pour la bonne et simple raison qu'il y a contraction monétaire, l'État ou le gouvernement a refusé de payer les gens. Je peux vous donner des exemples. Lorsque vous allez à la police, ça fait une année qu'on a donné des grades, mais je peux vous dire que les policiers sont payés à leurs anciens grades. Ça veut dire qu'on a juste donné nominalement des grades aux gens, mais qu'on continue à payer les anciens salaires à ces gens. Lorsque vous allez au niveau de la CENI, vous allez au niveau du Parlement, les députés ont reçu pendant 4 mois des émoluments à moitié. Ça veut dire qu'ils reçoivent chaque fois la moitié. Lorsque vous allez au Sénat, c'est la même chose. Ça veut dire que le pays est dans un chaos
indescriptible, il est en cessation de paiement. Maintenant, le seul recours qu'a ce gouvernement, c'est de faire la planche à billets. Donc payer les gens en francs congolais. Mais lorsqu'il va faire la planche à billets, le premier réflexe des acteurs économiques et même des acteurs politiques qui recevront les indemnités en francs congolais, ce sera de rechercher du dollar. Et donc en ce moment-là, le dollar va se faire 2 fois plus rare et donc il va augmenter. Nous allons passer de 15, 16, 17, 20, 22, 23 et la situation va s'empirer. Raison pour laquelle je vous disais il n'y a pas longtemps que M. Tshibala avait écrit au FMI, mais que le FMI lui a dit que nous ne pourrons apporter une aide d'urgence pour alléger la trésorerie nationale que dès lors que votre situation politique sera stabilisée, notamment la publication d'un calendrier électoral, ok, et des gestes qui prouvent à suffisance que M. Kabila accepte de laisser le pouvoir dans des conditions démocratiques, ce qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas le cas. Donc, vers où tendons-nous? C'est que peut-être que cette semaine, ils vont commencer à payer, et d'ailleurs hier c'était à 15, aujourd'hui c'est déjà à 16, dès qu'ils vont lâcher tous les salaires, le dollar va aller à 18, 20, mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand le dollar sera à 20, 22, les taximens, à un certain moment, auront un souci parce qu'ils devront majorer leurs frais. La taxe, enfin ce qu'on paye pour la course, qui est actuellement, je crois, de 300 et de 500 francs. Pourquoi? Parce qu'à la station, on va ajuster les prix. Et donc, ça aura un impact sur la personne qui vend des légumes parce qu'elle a besoin de payer un transport. Le transport va augmenter, les légumes vont augmenter, le pain va augmenter. On risque d'atteindre une situation comme celle de 92 où il y a eu des pillages généralisés. Raison pour laquelle nous disons à M. Nanga, nous lui avons demandé d'organiser les élections. Toutes les opérations qu'il mène doivent être circonscrites dans un calendrier. Les opérations préélectorales et les opérations électorales. Il ne peut pas nous dire que je commence l'enrôlement au Kasaï le 20 sans nous dire quand est-ce qu'il le termine ou nous dire quand lui il veut que ça se termine. Parce que même s'il y a des couacs dans tous les calendriers, il y a des marges. Mais le calendrier, c'est la boussole avec laquelle nous nous servirons de cette boussole pour préparer les élections. Les différents acteurs prépareront les élections sur base de la boussole qui est le calendrier électoral et ça permet aux partenaires de savoir quand est-ce que nous devons intervenir et de voir effectivement que 90 jours avant l'élection présidentielle, le candidat de la majorité sera connu et tous les candidats seront connus. Je veux revenir peut-être sur les élections, mais d'abord, parlons de la stabilité du cadre macroéconomique, parce qu'il fut un temps où c'était le refrain du matin, de midi et du soir en République démocratique du Congo avec l'ancien gouvernement Matata. Si on en arrive là où on en est aujourd'hui, comment expliquer avec cette stabilité du cadre macroéconomique qui a pourtant été prônée il y a eu d'abord M. Mouzito qui est arrivé avec les initiatives PPDE qui a pu sortir notre pays de la zone rouge. C'est-à-dire que nous avions encore accès à la fin de son mandat aux différentes aides, aux différents partenariats avec la Banque mondiale et le FMI parce que nous avions assaini nos finances publiques. Matata est venu effectivement dans les mêmes conditions, sur la même lancée en parlant du cadre macroéconomique qui n'était basé que sur une chose. Sur le fait qu'à l'époque, effectivement, nous avions de bonnes réserves et le cours des matières premières était bon. Comme c'était une période de stabilité politique, les opérateurs miniers fonctionnaient normalement, ils payaient leurs taxes et ainsi de suite. Et ça ne posait pas de problème, bien qu'il fallait en ce moment-là vérifier comment est-ce qu'on pouvait diversifier l'économie, de telle sorte que si les cours baissent, on pouvait avoir d'autres entrées et faire fonctionner l'État. Quand est-ce que nous avons eu des problèmes? Il y a eu la chute des matières premières qui s'est accompagnée de l'incertitude politique. Ça veut dire qu'en ce moment-là, M. Kabila, avec cette histoire de dialogue et des interviews mal placées dans lesquelles il dit « je n'ai jamais rien promis à personne », il va dans un pays alors qui ne parlait pas d'ici, il va en Ouganda et il dit « écoutez, ce n'est pas moi qui organise les élections ». Cette incertitude politique couplée à la chute du cours des matières premières a créé la situation dans laquelle Matata a quitté ses fonctions. Parce qu'à un certain moment, le cadre macroéconomique avec Matata, ça ne marchait plus. La dernière année, on a vu que ça devenait de plus en plus compliqué. Parce que c'est pendant cette année-là qu'on devait parler élection. Je parle de 2016 et il n'y a pas eu élection. Donc maintenant, ce cadre, pour qu'on le stabilise, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Mais je pense que l'élément crucial, c'est d'abord donner de la confiance à nos partenaires. Nous sommes dans une situation où notre économie nationale, ça veut dire notre produit national brut, nos Congolais à nous, sont très peu entreprenants. Citez-moi un seul Congolais qui a une banque ou un seul Congolais qui a une chaîne alimentaire, ainsi de suite. Nous investissons très peu.
notre économie tourne par les étrangers. Ça veut dire vous avez les banques qui sont étrangères, vous avez les sociétés minières qui sont étrangères. Et dès lors que ces partenaires-là veulent sécuriser leurs fonds et qui se mettent en posture, entre guillemets, d'attente, toute l'économie est paralysée. Donc il faudrait d'abord sortir de la posture d'attente, renforcer la confiance entre les partenaires en publiant un calendrier, en montrant effectivement que nous sommes prêts pour l'alternance. Avec tous ces problèmes, c'est comme ça que la Commission électorale nationale indépendante se rend compte qu'il lui sera difficile d'organiser les élections d'ici décembre 2017. Nous avions un gouvernement qui avait dit qu'il pouvait financer les élections à 100%. Nous avons un budget de 500 millions pour les élections présidentielles. Je vous rappelle ici qu'il n'y a qu'une seule circonscription électorale, donc on peut organiser les présidentielles avec de la volonté politique, mais la saignée est tributaire des moyens lui fournis par le gouvernement, mais ce gouvernement, il a de l'argent. Peut-être que l'argent ne se trouve pas dans ce pays, mais ce gouvernement peut trouver 500 millions. Je crois qu'acheter tous les opposants, ça leur coûtait plus cher que ça. Donc, nous avons des possibilités, mais ce que nous manquons, ou ce qu'eux manquent, parce que nous avons cette volonté, c'est la volonté de le faire parce qu'on veut s'accrocher à un poste. Monsieur Mamba n'est pas achetable. Chacun a son prix. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que me renier, c'est le scénario le plus idyllique, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Alors, il y a eu les 2 journées villes mortes organisées par le RASOP Limité, un commentaire. C'était des journées réussies. Je pense que le MLC a demandé aussi à ses membres de ne pas aller travailler. C'est constitutionnel. Ce qui m'étonne, c'est l'absurdité de la majorité présidentielle qui veut faire semblant. On envoie des ministres, et j'ai même vu Lissanga Bonganga dans un marché en train de faire du bruit. Lui qui était spécialiste des villes mortes aujourd'hui, il fait cette sale besogne. Pour moi, la ville morte, c'est une expression. C'est pour dire de la manière la plus silencieuse possible au chef de l'État que voilà, nous vous avions donné notre confiance, nous vous avions voté pour ceux qui l'ont fait. La Constitution dit que vous devez arrêter, arrêtez. Je crois que c'est la manière la plus silencieuse et la plus polie pour faire comprendre le ras-le-bol. Et les gens veulent les élections, c'est ça la thématique de la ville morte. Nous voulons les élections, mais M. Kabila n'en veut pas. Et j'espère très bien que ce genre de message, même si on sait qu'il est réputé être insensible à ce genre de message, continueront à interpeller sa conscience. Alors, il y a comme une sorte de corollaire qui se joint à ces villes mortes. Le réseau, comment je veux dire, la connexion Internet a été coupée pendant plus d'une semaine. Un manque à gagner, non seulement pour les sociétés des télécommunications, mais également pour les entreprises, par exemple les médias qui opèrent online. Oui, mais le gouvernement s'en fout. Ce n'est pas à cause de la ville morte qu'on a connu ce problème de la connexion Internet. Ça n'a rien à voir, c'est à cause des histoires de Moudia Congo. C'est-à-dire après avoir fait leur scénario macabre et qu'il y ait des images qui est fuitées. C'était aussi lié aux villes mortes pour pas que les images. Non, les images les villes mortes, pendant la ville morte, les gens étaient à la maison. Donc tout le monde savait que les gens n'avaient pas travaillé. Mais c'était depuis l'affaire de Moudia Congo où vous aviez des comédiens qui étaient à Selemba ou avec des Banamoura bien encadrés et tout ça, avec qui scandaient, qui chantaient. C'est la première fois dans ce pays qu'on voit une marche encadrée par la garde républicaine. Donc ces images-là ont fuité et ils ne voulaient pas qu'elles soient connues de tous par rapport à cette mascarade pour préparer l'état d'urgence. Et donc voilà, dans tous les cas, le gouvernement s'en fout. Le gouvernement a sa vision, c'est celle de répondre aux désidérata du chef de l'État, et lesquels sont restés au pouvoir le plus longtemps, créer la confusion, créer un état d'urgence, modifier la Constitution. On connaît tout l'agenda, mais malheureusement, il est difficile d'application. Mais est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est possible de modifier la Constitution de la République démocratique du Congo? S'il y avait cette possibilité, M. Kabila l'aurait fait depuis. Je crois qu'il regrette de ne pas l'avoir fait en 2011. Malheureusement, c'est tard. Maintenant, on ne peut plus le faire. Vous aviez entendu Kokonyang qui parlait du référendum et ainsi de suite. Non, je pense que le pays sera d'autant plus déchiré si, après tous les efforts fournis par la classe politique pour que M. Kabila parte en douceur, il retourne sa veste pour nous parler d'un référendum qui le maintiendra au pouvoir. Ce serait triste et dommage pour ce pays. Et je pense qu'il ne le ferait pas. Enfin, s'il a encore un minimum de bon sens, il ne va pas se lancer dans cet exercice périlleux. Alors, j'en viens au dossier syndicat Dokolo, qui devient un opposant farouche au régime actuel, fils de l'ancien banquier Dokolo et mari d'Isabelle Dos Santos. Le connaissez-vous, Monsieur Mamba?
Non, j'ai vécu en Angola quelques années. Je sais qu'il est de la famille présidentielle. Nous étions les pauvres Congolais qui vivaient clandestinement, si vous voulez qu'on dise ça comme ça, en Angola. Je n'ai jamais entendu parler de lui pendant que j'y vivais. Il y a eu ce qu'on appelait en 92 Mata Zaïrens, où on prenait des frères zaïrois qu'on mettait dans des containers et qu'on brûlait, tous ceux qui avaient soutenu Savimbi. Il y a eu beaucoup de choses en Angola, les Congolais ont beaucoup souffert. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Bon, heureusement qu'il s'est réveillé il n'y a pas très longtemps et que ses motivations soient vraiment des bonnes. Mais je ne peux qu'encourager toutes les initiatives qui vont nous amener... Il parle d'une plateforme des bouts congolais. Écoutez, allez-vous le soutenir, vous, du MLC? Parce qu'il se retrouve dans l'opposition. Non, écoutez, je pense que nous n'avons pas un combat citoyen, nous avons un combat politique. Je pense que nous avons un combat politique, nous avons une stratégie politique. Nous travaillons de concert avec toutes les personnes, notamment les plateformes, les mouvements citoyens qui partagent le même idéal que nous, celui de voir la Constitution respectée, de nous voir aller aux élections, de voir M. Kabila partir et d'avoir un nouveau président de la République. Il y a des passerelles de synergie qui feront qu'à un certain moment, nous allons nous retrouver. Donc je ne suis pas là pour porter une critique à son action. Je dis simplement que quand je vivais en Angola et quand il y avait eu tant de problèmes avec les Congolais d'Angola, je n'ai pas vu syndicat. Et ce que je regrette aussi, c'est qu'ils se retrouvent dans des méandres qui ne sont pas le paradigme parfait pour notre pays. Ça veut dire, je parle du MPLA, je parle de la gestion du MPLA, je parle de l'Angola. Je n'aimerais pas que le modèle Angola soit imposé ici. Donc, je n'aimerais pas qu'on transfère un modèle angolais ici. Et je crains fort qu'il ait beaucoup plus de raisons, qu'il ait beaucoup plus de leçons à faire au MPLA ou en Angola qu'il en ait à faire ici. Parce qu'il a une épouse angolaise, tout simplement. Parce qu'il fait partie de la famille présidentielle, il est très proche du pouvoir. Dans toutes les réunions du MPLA, il est là avec son épouse. Je crois que s'il y a des leçons à faire de démocratie, on devrait les faire là-bas. Parce que, ils ont modifié le mode de scrutin. M. Santos l'a fait depuis très longtemps. C'est passé au scrutin indirect alors que la majorité du Parlement était MPLA. Donc c'est le MPLA qui choisit le président de la République. Leur économie est privatisée, la fille de Santos est la plus riche du monde, pas parce qu'elle est la plus intelligente et qu'elle a fait des affaires, mais qu'elle se retrouve dans des positions politiques et financières très favorables. Ce modèle-là pour mon pays, je n'en veux pas, on en souffre déjà et j'aimerais bien voilà, qu'il soit assez objectif lorsqu'il veut parler du Congo. Alors lui, il est déjà secoué par une affaire de la justice. Est-ce qu'il n'est pas victime d'un stratagème de vous savez, détruire les partis politiques de l'opposition, faire du débauchage, fabriquer ou fomenter des procès, ça c'est la spécialité de la majorité. Ils ont tout un cabinet pour ça. Dès lors qu'il a commencé à se prononcer, ils ont cherché un dossier, il s'est fait condamner en se disant peut-être qu'il sera candidat. Lui, s'il est candidat, on aura des problèmes. Vaut mieux le condamner pour qu'il ne soit pas candidat. Pour moi, je trouve ça, c'est de la bassesse. Autant je suis en train de dire que M. Syndicat peut être objectif par rapport à son cercle restreint, de voir un peu comment ça se passe où il est avec les Congolais qui sont en Angola, donc d'être moins prétentieux par rapport à son caractère salvateur ou au fait qu'il soit le nouveau Moïse congolais. Mais autant je vais dire aussi que la majorité n'a pas à chaque fois qu'elle se sent en danger à manipuler la justice, à tirer des ficelles pour écarter des candidats. Si vous étiez dans la majorité présidentielle, que feriez-vous, M. Mamba? Par rapport à quoi, madame? Par rapport à tout ce qui se passe dans le milieu politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, que feriez-vous? Posez-moi la question de savoir ce que je ferais si j'étais Kabila. J'allais en arriver là. J'allais simplement convoquer la classe politique pour leur dire, écoutez, je vous garantis que je pars. J'allais demander à ma famille présidentielle, à ma famille politique, d'organiser ma succession, donc de se trouver un candidat qui allait représenter la famille. Mais qu'il va respecter la Constitution. Il y a tellement d'écart entre ce qu'il a dit depuis 15 ans et ce qu'il fait. C'est le champion de ce type d'écart. Qui dit une chose aujourd'hui et ne la fait pas. Donc on sait que le chef d'État n'a pas de parole. C'est tout comprenez ce que vous très bien. À Joseph Kabila. Ce n'est pas un homme d'action non plus. C'est-à-dire qu'il est resté trop distant de la réalité de terrain. Il s'est fait très mal entourer. Il s'est laissé, entre guillemets, berner. Et donc voilà, aujourd'hui, il va épiloguer sur une note très sombre sur le plan sécuritaire, très sombre sur le plan économique, sur le plan financier. Je ne me mets pas à sa place. Je ne me mets vraiment pas à sa place et je ne l'envie pas. S'il vous était demandé de lui prodiguer un conseil, que diriez-vous? Mais de négocier avec la classe politique pour que son passage au Sénat se passe dans les conditions les plus honorables,
qu'il ait toutes les négociations immunités. devraient encore une fois passer par un autre dialogue. Non, pas par un dialogue. Je crois qu'on a eu assez de dialogues dans lesquels on lui a garanti. Même au niveau de la Cinco, ces questions ont été soulevées. C'est-à-dire le statut d'ex-chef d'État. Je pense qu'il doit faire confiance en nos lois, mais comme il n'a jamais respecté les lois lui-même, sa majorité n'a jamais respecté les lois, il a peut-être peur que ce qui sera écrit et convenu ne soit pas appliqué dès lors qu'il ne sera plus au pouvoir. Mais moi, je peux lui dire ici que nous allons travailler, je parle de la classe politique, pour que les chefs d'État, après leur mandat, soient tranquilles dans leur pays. Et s'il a peur, qu'ils continuent à croire que les mêmes lois le jugeront. Avant de terminer, seriez-vous candidat au prochain scrutin? Si le parti le décide, oui, mais j'aimerais bien représenter mon électorat aux élections provinciales. Un dernier mot? Je vous remercie, c'est toujours un plaisir de vous suivre à la télé. Là, je fais du live avec vous, donc c'est très intéressant. J'espère que les téléspectateurs auront eu les réponses aux questions soulevées. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Un grand merci. Merci, Monsieur Jean-Jacques Mamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du MLC, Mouvement pour la Libération du Congo. Avec vous, nous avons essayé de faire un tour d'horizon de l'actualité en République démocratique du Congo. Merci encore une fois. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Bonsoir. Kaya